Yo les gars, je me présente rapidement. Moi c'est Janda, j'ai 25 ans, je suis supporter de Manchester United, mais ce que j'aime avant tout c'est le football. On va beaucoup parler des 5 grands championnats, c'est les championnats que je suis le plus. On va débriefer pas mal l'actu foot. Ça ne nous empêchera pas donc de revenir dans le passé et évidemment de nous projeter dans le futur. Le but c'est de transmettre de la bonne vibe, de rigoler ensemble et de comparer un peu nos points de vue, de vous transmettre ma sensibilité foot en espérant que ça vous fasse rigoler et que ça vous fera kiffer. Allez, bon visionnage. Je dois vous dire que ça n'a pas été évident pour moi de chercher le thème de ma première vidéo YouTube dans la mesure où j'ai pas mal d'idées en tête. Ce que j'ai fait pour m'aider, c'est que j'ai pioché dans ma sphère privée. J'ai toute ma famille qui est pour Marseille, des amis à moi, mais également d'autres potos qui sont pour Lyon. Donc je me suis dit ça pouvait être intéressant de comparer un peu la situation des deux Olympiques qui sont selon le moi à la croisée des chemins. Je vais commencer par l'Olympique lyonnais et je vais prendre comme point de départ l'élimination en quart de finale de retour face à Manchester United. C'était un match vraiment spectaculaire qui a laissé de nombreuses traces dans les têtes des joueurs de l'Olympique Lyonnais, mais également dans les supporters. Le souci, c'est que avant ce match, Lyon était quatrième à un point de Marseille, donc à un point de la Ligue des Champions direct, même si tout était assez serré derrière. Et après ce match, on a eu 3 défaites de Lyon sur les 4 derniers matchs. Comme on le sait tous, c'est pas tant la défaite qui a fait mal, c'est le scénario. Si Lyon avait pris 3-0, on aurait dit que voilà, c'était ultra fort, c'était en Europe. Lyon, je penserais rapidement passer à autre chose. Mais devoir jouer le derby 3 jours après avoir subi l'un des plus gros traumatismes de ton histoire en Europe, je pense pouvoir dire ça, c'était compliqué. Le derby, il le perd 2-1 sur une grosse erreur d'arbitrage, il faut le dire. Stassin doit être expulsé, il prend pas rouge, il met le deuxième. Même si Lyon n'a jamais vraiment existé dans ce match, la défaite, elle est là et elle a fait très mal. On l'a su dès que Lyon a perdu ce match face à Manchester, que la fin de saison allait sûrement être très compliquée. À l'arrivée, Lyon enchaîne les défaites. Il finit sixième, ce qui est un moindre mal. Strasbourg a vraiment choqué les 2 derniers matchs en perdant, je crois, à Angers et contre le Havre, ce qui a permis à Lyon de au moins sécuriser sa place en Europa League. L'Europa League était un moindre mal. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'était clairement pas la compétition qui était budgétée par l'OL. Textor l'a dit plusieurs fois, on vise le retour en Ligue des Champions, ce qui fait que financièrement, c'est pas la même chose. Pour son quart de finale d'Europa League, Lyon a touché à peu près une vingtaine de millions. Et bien, quand on prend le parcours de Monaco, qui a été mis en 16e de finale de Champions League, c'est 60 millions. Brest, ça a été 52. Lille, qui a été en 8e, c'était plus de 70. Donc on peut voir, en termes d'écart de revenus, c'est énorme. Et ça a également contribué au bordel financier qu'a touché l'Olympique Lyonnais cet été. Ils ne sont pas passés devant la DNCG, ils ont failli être rétrogradés en Ligue 2. Textor a été évincé et c'est donc la présidente des féminines, Michel Kang, qui a pris le relais. Certes, ce n'était pas une grande connaisseuse du football, mais elle a réussi à présenter un plan comptable cohérent. Et question business, elle sait ce qu'elle fait. Donc pour Lyon, elle sait où elle les emmène. Lyon, il y a donc eu pas mal de ventes cet été, l'effectif qui a dû être renouvelé. Cherki qui est parti un peu sous-vendu selon moi. Lacazette qui a libéré une grosse masse salariale. Il y a Perry qui est parti à Leeds. On a également Kaleta Char, Verretou et tant d'autres. Lyon a beaucoup vendu. Lyon a dû donc recruter pour pallier tout ça, un peu à moindre coût. On va commencer par la première recrue, Tyler Morton de Liverpool. C'est un jeune de 22 ans, un jeune anglais qui n'a pas énormément joué avec Liverpool. Il a fait quelques matchs de coupe l'an passé. Donc c'est plus une interrogation, une certitude. Après, c'est un jeune prospect. Donc à voir ce que ça va donner. Je trouve que 10 millions, de mon point de vue, c'est un peu cher, même s'il sort malgré tout d'un titre avec les U21 à l'Euro avec les Anglais. Ça peut être un bon joueur du milieu de terrain. Il va intégrer donc un milieu avec pas mal d'expérience. Je pense à Corentin Tolisso. Je pense à Nemanja Matic, même si c'est pas sûr qu'il reste. Il y a Tesman également qui est là. Il peut parfaitement s'intégrer dans l'autre-jeu de l'Olympique Lyonnais. Il y a eu également donc le gardien qui a été acheté pour remplacer Perry. Il s'appelle donc Greif, le grand Dominique Greif, 1m97. Et attendez, seulement 34 buts encaissés en 31 matchs de championnat avec Mallorca l'an passé. Franchement, pour un gardien d'une équipe qui est censée jouer le maintien ou le milieu de tableau en Ligue 1, la saison, elle est énorme. Et pour 5 millions d'euros seulement, je crois que Perry a dû être vendu 15. Le coup, il paraît plutôt bon. Autre recrue, cette fois dans le secteur offensif, il s'appelle donc Pavel Such. Alors Such, j'avoue que je ne le connaissais pas avant de faire cette vidéo. Donc je me suis renseigné un petit peu sur lui, je ne l'ai jamais vu jouer en vrai. De ce que je vois, c'est un offensif qui a fait une sacrée saison passée avec 35 contributions directes concernant les buts. Il jouait donc au Victoria Pilsen. Il va arriver à Lyon prêt physiquement puisqu'il a disputé les barrages de la Champions League il y a encore quelques jours contre le FC Servette. C'est un joueur qui va, je pense, remplacer Cherki au poste de numéro 10, même si Cherki joue des fois sur le côté, vous me direz. Mais dans l'esprit, je pense qu'il va être là pour ça. Et il leur coûté une dizaine de millions. Il a 24 ans. Franchement, pourquoi pas. Ils ont fait également venir l'un des Fiscales vertes en rotation en défense centrale. Bon, 3,5 millions, ça me paraît cher quand on voit le parcours du joueur qui a beaucoup joué en D2 néerlandaise et également son évaluation de transfermarkt. Mais bon,
un jeune Portugais qui est venu du Sporting dans le secteur offensif, même si je pense qu'il va en premier lieu intégrer la réserve de l'Olympique Lyonnais, avant ensuite d'être mis petit à petit avec Léa. Concernant l'effectif de Lyon pour la saison, actuellement, ça donne quoi? Ok, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un 11 cohérent pour l'Olympique Lyonnais actuel. La manière dont je les vois commencer la saison, ça ressemblerait à ça. Ce que je peux dire, c'est que le secteur défensif et le milieu de terrain est bien fourni en tant que tel. Honnêtement, il y a des bons joueurs, il y a du backup, ça rend un peu la chose intéressante. Par contre, du point de vue offensif, je trouve que c'est très limité actuellement, quand on sait en plus qu'historiquement, la grande force de Lyon, c'est son attaque et pas forcément sa défense. Malik Fofana, on ne sait toujours pas s'il va rester, car en cas de bonne offre, je pense qu'il pourrait partir. Soulch, il va arriver, il va falloir qu'il s'intègre un peu à un collectif qui a beaucoup changé. Maitland-Niles, est-ce que c'est vraiment lui qui va être positionné en tant que milieu droit? C'est un bon latéral, mais offensivement, lorsqu'il est placé plus haut, n'a jamais été incroyable. Et on a également le cas de Jean Mikotadze. Mikotadze, la saison passée, a alterné le bon et le moins bon. Quel Mikotadze on va voir cette saison? Il va devoir porter l'attaque de Lyon cette année. Et qui plus est, s'il se blesse, qui Lyon va mettre à sa place? Il y a le jeune Alejandro Gomez Rodriguez qui commence petit à petit à intégrer la A de Lyon. On parle d'un gamin, je crois qu'il a même pas 18 ans. Ça peut pas être un remplaçant sérieux à Mikotadze pour même le faire souffler parce que Lyon va jouer quand même plusieurs compétitions. Le directeur de recrutement de Lyon a affirmé que des recrues allaient venir petit à petit, donc à voir un peu à quoi va ressembler l'effectif lyonnais d'ici le 31 août. Je pense qu'il faut quand même un peu plus d'options et clarifier certains points. Pour conclure, c'est compliqué de savoir vraiment à quoi s'attendre concernant Lyon cette saison. L'effectif actuel, il est compliqué, il est assez limité offensivement. La direction a affirmé que la Ligue des Champions n'était clairement pas un objectif réaliste. Le but, ça va être de faire mieux que l'an passé. On va voir ce que ça va donner. Je pense que le but, ça va être d'aller loin en Europa League ou en tout cas d'essayer et surtout essayer de retrouver une structure de jeu cohérente. Ok, maintenant on va évoquer un peu l'Olympique de Marseille en commençant par leur saison dernière. Donc Marseille a fini deuxième dans une saison plutôt bizarre où ils ont été très très loin devant pendant un moment avec pas mal de points d'avance. Et petit à petit, par des défaites un peu bêtes par-ci et là, Angers, Auxerre, Reims, et ils ont commencé à perdre l'avance qu'ils avaient et ils auraient même pu sauter du top 4 en fin de saison. Ils ont réussi à se reprendre, je me souviens, après un match très sérieux à Lille, où certes ils ne gagnent pas parce que Rulli fait une erreur, mais ils ont été vraiment très très solides. Je pense l'un des meilleurs matchs que j'ai vu de Marseille cette saison. Ensuite, ils ont fini la saison comme il fallait, en sécurisant leur deuxième place et en se qualifiant pour la Ligue des Champions. La Ligue des Champions étant de retour au Vélodrome, de nouveaux investissements ont été consentis avec l'arrivée de Igor Paxao pour 35 millions d'euros, donc l'ailier gauche brésilien en provenance du Feyenoord, qui certes pourra pas jouer avant le mois de septembre apparemment, après la trêve. Donc il vient renforcer, donc dynamiser l'attaque marseillaise. Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang qui est arrivé donc libre d'Arabie Saoudite, je crois libre. Et plutôt en forme de ce que je vois, doublé contre Aston Villa, donc il s'est rappelé au beau souvenir du Vélodrome. Timothy Weah qui est arrivé récemment. Je sais pas vraiment où il va jouer lui d'ailleurs. Est-ce qu'il va jouer sur le côté droit de temps en temps à la place de Greenwood, à la place du Murillo parce qu'il jouait également en piston à Turin, peut-être au milieu. Angel Gomez qui est arrivé libre en début du mercato pour occuper le poste de numéro 10. Le pauvre qui avait peu joué l'an passé après notamment son gros KO qu'il avait reçu à Reims dès le début de saison. Je me rappelle, j'avais vu le match en direct, c'était assez flippant. Le secteur défensif a aussi été considérablement amélioré selon moi. Facundo Medina qui a été recruté de Lens derrière pour faire la paire avec Balerdi. Le jeune Egan Riley de Burnley, je sais pas trop, je l'ai jamais vu jouer, on va voir un peu ce qu'il vaut. Et on a le dossier Ordonez qui est en cours. Est-ce que Marseille va réussir à le faire ou non? Jeune prometteur, pour l'instant c'est assez compliqué. Et connaissant les Marseillais, je pense que c'est loin d'être fini leur mercato, car j'ai beaucoup de mal à les imaginer avec Ulysse Garcia côté gauche en Ligue des Champions. Donc je pense qu'ils vont recruter quelqu'un en tant qu'arrière gauche principal, tout simplement. Et après, à voir s'ils vont renforcer d'autres secteurs, peut-être pour faire souffler les cadres pendant les matchs du week-end, entre les matchs de Ligue des Champions, tout simplement. Donc la Ligue des Champions étant revenue, des ventes ont également été faites. Je pense à quasiment tous ceux du mois de janvier dernier qui n'ont pas été préservés à part Guiri. Ben Arcer qui est reparti, Dedic qui est reparti, Luis Felipe qui est reparti. La Permer Larongier qui a été vendue récemment à Rennes. Pas mal de ventes côté marseillais. Un mercato sans doute pas fini. Cette année doit être la saison de confirmation pour Marseille. On le voit depuis 2020. Une saison ça va. La saison d'après c'est très compliqué. On a vraiment des attentes assez importantes sur Marseille. Marseille doit confirmer qu'il est le solide deuxième du championnat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre d'eux objectivement qui concurrence le PSG. Le PSG champion d'Europe, ils sont au-dessus de tout le monde et jamais on devra exiger de Marseille qu'ils soient à leur niveau. Par contre, ce qu'on attend d'eux, et moi le premier, c'est qu'ils finissent encore deuxième cette saison avec deux performances assez solides. La Ligue des Champions étant de retour au Vélodrome, avec ce nouveau format, Marseille ne peut pas ne pas se qualifier pour les 16e de finale. On a pu le voir l'an passé. Brest et Monaco, ils sont arrivés. Lille a même fini dans les 8 premiers.
avec un format assez différent où au final tu joues deux équipes de chaque chapeau. Une équipe comme l'Olympique de Marseille qui s'est bien renforcée en plus avec un entraîneur assez brillant doit répondre présent cette année en Ligue des Champions. Le Vélodrome doit être conquis en LDC et une épopée doit se créer tout simplement côté Olympique de Marseille. Parce qu'à mon sens, pour réussir en Ligue des Champions, Marseille va fortement devoir s'améliorer dans un domaine. Pour moi, le principal axe d'amélioration de l'OM, selon moi, c'est le volume d'occasion qui était à mon sens insuffisant l'an dernier. On peut le voir, Marseille a vraiment surperformé concernant ses XG avec notamment 9 buts de plus par rapport à ce qu'ils auraient dû mettre. On se fie pas toujours aux stats, mais ça témoigne de quelque chose. C'est-à-dire que moi, j'ai vu à peu près tous les matchs de l'OM l'an passé, je les regarde avec mes parents. De nombreux matchs, la possession de Marseille était quand même assez stérile, avec un volume d'occasion assez maigre au final, au vu de leur tenue de balle. Quand on voyait le Brighton de De Zerbi, il y avait quand même un volume d'occasion qui était assez conséquent. Une équipe constamment tournée vers l'avant, alors que l'an passé, il y a quand même eu plusieurs matchs qui se sont débloqués sur un exploit de Mason Greenwood et des parades de Rudy qui ont permis de tenir un score. À mon sens, cette année, si Marseille ne s'améliore pas dans son volume offensif d'occasions créées, en Ligue des Champions, ça ira pas et en Ligue 1, il va y avoir des problèmes. C'est pour ça que je pense qu'ils ont consenti à de gros investissements sur le front de l'attaque, avec notamment l'arrivée de Paxao, le fait qu'Aubameyang soit ramené à Marseille, parce que je pense son salaire, ça reste quand même quelque chose. Le fait que tout, même le système de jeu a été revu, c'est-à-dire que là, de ce que je vois, on semble passer sur un 4-2-3-1 côté Marseille avec Angel Gomez en 10, avec Højbjerg et Rabiot un peu plus derrière. Tout ça, c'est pas pour rien. C'est pour, je pense, passer un cap de ce point de vue-là, car une équipe offensive par sa nature doit être dangereuse. Cette équipe doit être dangereuse et c'est, je pense, l'axe d'amélioration principal qui va déterminer la réussite ou non de Marseille cette saison. L'analyse de nos deux Olympiques est terminée. Donc, comme on peut le voir, deux équipes avec des projets et des ambitions bien différentes cette saison. Le premier Olympico, il a lieu le 31 août. Moi, j'ai hâte d'être à ce match et on va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est fini pour ma première vidéo. Je dois vous dire que c'était pas évident. J'ai essayé de balayer le sujet en long et en large. J'ai dû refaire quelques scènes par moment parce que je bafouillais, parce que le son était pas optimal ou qu'un ressortait par-ci par-là. Donc voilà. Pour les personnes qui sont toujours en train de regarder, je vous remercie. N'hésitez pas à m'écrire votre point de vue et vos pensées dans les commentaires. Surtout pour mes amis lyonnais et marseillais, j'ai envie de savoir votre opinion sur vos clubs actuellement, tout simplement. Si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire. Me concernant, je vais sortir d'autres vidéos prochainement. La prochaine devrait être tournée sur certains matchs de ce week-end avec en premier lieu le Liverpool-Bournemouth qui est intéressant pour beaucoup de raisons et une en particulier que vous avez tous. Donc voilà, si ça vous a plu et que vous avez aimé ma personnalité, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.